Bonjour et bienvenue à bord de ce Comin Mag Live. Je l'ai dit du premier coup, Victoria. T'as vu? 14 fois. Numéro 14, exactement, le 14e live estampillé Comin Mag. Comment vas-tu, Victoria? Écoute, très bien. Moi, je suis en train de devenir comme les Dupont, là. Bientôt, on me verra plus, quoi. J'aurai que des cheveux, mais bon. Donc, ça prouve que ça va bien. Je, Toujours pas malade, c'est rien, hein. je pense qu'il y aura pas mal de coiffeurs qui auront du business à faire à la sortie de cette crise. Malheureusement, je suis mauvais client pour ma part. Voilà, je me débrouille tout seul. Moi, j'ai pas changé en fin de compte, hein, a priori. J'aime beaucoup ta nouvelle coupe de cheveux. C'est vraiment, Ah ouais, c'est c'est vraiment. vraiment très, très duponien, là. Est-ce que ça va être bon pour ta e-réputation, pour la communication en ligne, pour tout ce qui se passe sur le numérique? La question est ouverte, mais au-delà des problèmes capillaires, la question peut aussi se poser pour les marques, pour les entreprises qui communiquent ou qui communiquent pas, parce que c'est vrai qu'effectivement, en temps de crise, ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit de faire des affaires, on n'a pas le droit d'être solidaire, on n'a pas le droit d'aider son prochain, ou tout simplement de vendre et d'acheter des produits, des services. C'est un petit peu le thème rattaché à la question du numérique qu'on va traiter aujourd'hui, Victoria. Et on a un invité pour ça en plus. Et oui, on a un très bon invité qui est un spécialiste des réseaux sociaux, Vincent Bifrard. Voilà, pour une fois, je le dis juste, de mondays.ch. Bonjour, Vincent. Bonjour à tous les deux. Bonjour Vincent. Alors peut-être un petit mot déjà pour faire connaissance avec mondays.ch. En quoi consiste le panel de services que propose cette belle agence qui existe depuis quelques temps déjà en plus. Oui, c'est très simple. Donc l'agence existe depuis 8 ans. On est présent dans 3 villes maintenant, Fribourg, Lausanne et Genève. Et puis, je l'ai créé en partant d'un principe simple, c'est accompagner les entreprises à communiquer correctement sur les réseaux sociaux. On fait que ça. C'est-à-dire qu'on fait de la stratégie digitale évidemment, mais à travers ces réseaux sociaux. On crée du contenu, donc de la rédaction, des visuels, de la vidéo, du motion design. Et puis on fait ce qui s'appelle du community management. Donc on va avoir mainmise sur les pages Facebook, LinkedIn, Instagram de nos clients. Et on va diffuser toute l'année, donc vraiment pour une campagne de janvier à décembre, tout le contenu organique ou publicitaire pour la présence de nos clients. Évidemment, par-dessus, il y a de la publicité en ligne, il y a de la formation, il y a du live, comme vous faites aujourd'hui. Donc voilà, donc on est une équipe de 12 personnes. Et puis on fait ça, on est spécialisé là-dedans. Donc, est-ce que dans cette période de confinement, je pense que pour une agence comme la tienne, ça n'a pas dû être du tout difficile de faire travailler les gens à la maison. Je pense que le télétravail, c'était quelque chose qui était plus ou moins déjà organisé. Oui, effectivement, moi ça fait plusieurs années que mes collaborateurs peuvent bosser à la maison quand ils le souhaitent. On est évidemment totalement digital et dans le cloud. On a des outils comme Slack ou Microsoft Teams depuis de nombreuses années. Donc en fait, la seule différence qu'il y a avant et après le Covid, c'est simplement que tout le monde est à la maison et pas juste une ou deux personnes, comme on pouvait l'avoir durant les semaines. Donc aucun souci pour nous de travailler dans ces conditions à la maison. Et tes clients, ils étaient déjà aussi en ligne ou c'est quelque chose que vous leur avez apporté, une connaissance en plus? Alors une partie était déjà en ligne, mais je remarque effectivement, comme je le disais, on utilise Microsoft Teams, qui est devenu, je pense, l'un des outils les plus utilisés en entreprise maintenant. Et puis petit à petit, je les connecte à notre Teams parce que l'avantage c'est aussi qu'on peut intégrer des externes dans le même outil pour faire des visios, pour faire du chat, pour communiquer. Et puis quand on peut plus faire des réunions physiques, on est beaucoup plus en visio. Donc je passe une grande partie de mes journées en visio avec ou mes collègues ou mes clients. Et du coup, on les intègre maintenant dans ces outils-là. Donc certains ne les avaient pas, d'autres les adoptent. Donc ça fonctionne bien. En tout cas, la communication entre l'agence et nos clients fonctionne sans accroc. Dans cette période, tes clients, est-ce qu'ils communiquent plus sur les réseaux? Est-ce qu'ils ont fait plus de sujets, plus, je dirais, images ou plus publicitaires? Comment ça s'est passé? Alors, ça dépend. Il a fallu... Certains business de mes clients ont dû évoluer, ou en tout cas, il y a eu des réflexions de direction de nos clients avec, je sais pas, ils proposent des nouveaux services. Donc évidemment, nous, comme on travaille généralement, on a du contenu à l'avance, d'un mois à deux mois à l'avance. Donc on a dû réadapter ou refaire ce contenu qui était prévu
clients qui ont dû s'adapter au Covid, et d'autres qui ont par exemple d'autres business qui sont déjà digitaux, ou pour une marque de grande consommation, voilà, peut-être ça se trouve encore dans les commerces, donc on continue à communiquer, peut-être d'une manière un peu différente dans le storytelling. On va plus se parler du plaisir à la maison de manger un certain chocolat, que de dire allez vous balader et vous mettez des photos dans un parc par exemple. Donc on a quand même dû refaire certains shootings photos chez nous à la maison, des choses comme ça, pour adapter le contenu à la période actuelle. Ouais. Tu as nommé le fameux terme, le CM, le Community Management ou le Community Manager. Quelle serait ta définition de ce fameux titre, de cette fameuse notion de gestion de communauté? Prenons l'exemple d'une marque. À quoi sert un Community Manager et pourquoi faire appel à un professionnel pour cela? Alors, je dirais que le Community Manager, pour moi, c'est plus que... Alors déjà, le Community Manager, c'est une gestion de la communauté du client. Mais pour moi, ça va plus large, plus grand. En tout cas, chez nous, à l'agence, le Community Manager, il a d'autres tâches. C'est-à-dire que c'est vraiment lui qui supervise la présence digitale du client. Donc, d'une part, il y a proactivement du contenu qu'il faut préparer. Donc, ce contenu, comme je le disais avant, voilà, sur le digital, c'est du contenu audiovisuel, de la photo, de la vidéo. Donc, il y a ce planning éditorial, parce qu'évidemment, on va pas se poser la question d'une heure à l'autre ou du jour à l'autre, de dire mais qu'est-ce qu'on va mettre sur Facebook de ce client-là demain? Non, tout est prévu à l'avance. Donc, il y a un échange avec le client qui se fait, il y a des propositions de contenu, il y a une validation. Et puis après, le community management pur démarre là, c'est-à-dire qu'on va diffuser le contenu sur les pages, et puis évidemment, ça va générer des likes, ça va générer des commentaires. Donc, il faut engager la conversation dans les commentaires. Donc, il y a toute cette gestion-là. Il y a aussi sur les pages des questions qui arrivent peut-être en message privé. Donc là, on met en place un processus avec le client, avec des scénarios qui voilà, si un client a un problème avec tel et tel sujet, on va orienter la réponse à ce niveau-là, etc. Donc, il y a une préparation à l'avance. Et puis, voilà, c'est ce bon fonctionnement de communication 12 mois dans l'année pour que le client n'a pas besoin de se dire mais qu'est-ce que je vais bien mettre sur mes réseaux cette semaine? Ah, mais j'ai pas de graphiste. Ah, mais je connais pas comment ça marche. Voilà, c'est une communication pro, nickel, propre, avec tous les codes digitaux, c'est-à-dire par exemple si on fait une vidéo, peut-être que l'aura un format carré, elle sera très courte, les 3 premières secondes seront très le sujet sera tout de suite là au bout de 3 secondes pour accrocher après le reste. Enfin, voilà, on a cette expérience-là pour communiquer de manière efficace. En 8 ans, tu as vu, je pense que l'évolution non seulement des outils est hallucinante, mais aussi de la compréhension des clients sur les résultats qu'on a sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, pour la faire courte, quelles sont les métriques qui sont les plus importants pour une marque? Alors, il y a effectivement une évolution. Pendant des années, et c'est encore le cas assez souvent, les clients disent on aimerait atteindre un certain nombre de fans sur notre page Facebook, par exemple. L'objectif, c'est d'avoir 10 000 fans sur la page Facebook à la fin de l'année. Ça a évolué, effectivement. Si on regarde déjà rien que le design de Facebook, le site web, pour chercher maintenant le nombre de fans d'une page, il faut aller le chercher très loin. Il est plus en grand sur la première page, etc. Donc il y a une évolution. Donc effectivement, le nombre de fans n'est plus significatif. Pourquoi aussi? Parce qu'avec la publicité, jusqu'à présent, on pouvait recibler les fans de la page. Voilà, on mettait par exemple 20 francs sur une publication et hop, on pourrait cibler 100% de mes fans Facebook. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'organiquement, si vous faites une publication sur Facebook, sans mettre de pub, il y a à peu près 3 à 4% de votre communauté qui vont voir cette pub uniquement. Donc, voilà, si vous avez 10 000 fans, vous voyez, ça ne sert pas à grand chose. Et aujourd'hui, on ne peut plus mettre de pub pour dire j'aimerais voir le 100% de ma communauté qui voit ma publication. Donc, les métriques qui sont le plus important aujourd'hui, c'est plutôt l'impression, le nombre de personnes qui voir votre publication. Donc ça peut se chiffrer en centaines de milliers de personnes. Donc c'est de la notoriété finalement. Si c'est une campagne de notoriété, il faut être vu. Et puis il y a aussi s'il y a une campagne pour vendre quelque chose, ce qu'on appelle le call to action. On va cliquer pour arriver sur un site web qui permet de vendre un service ou un bien. Et là aussi il y a des métriques voilà, j'ai investi tant d'argent, combien ça m'a rapporté sur mon shop en ligne par exemple. Les clients qui viennent voir des agences comme Mondays.ch et qui veulent absolument
excusez-moi le terme, faire la course à la quéquette la plus longue, c'est-à-dire d'avoir tant et tant d'abonnés, tant et tant de followers, existe encore. Qu'est-ce qu'on doit leur répondre pour essayer de repositionner leurs attentes? Qu'est-ce qu'on doit leur indiquer comme piste à suivre pour éviter justement eh bien cette sempiternelle course, parce qu'elle est toujours là, hein, je pense à une chaîne YouTube qui peut dépasser X milliers d'abonnés, j'en passe et des meilleurs. Quelle réponse donnerait, par exemple, une agence comme la tienne à un client comme celui-là? Bon, il y a deux réponses possibles. Déjà, on est aidé, on est vu avec les réseaux sociaux. Si on prend déjà rien qu'Instagram, on voit plus le nombre de likes sur les photos. Avant, on voyait que la photo a eu 200 likes ou plus. Maintenant, on voit juste le nom des gens avec des listes, mais il y a plus ce chiffre-là. Et puis, comme je le disais avant, le nombre d'une page Facebook ne se voit plus ou est beaucoup plus complexe à trouver. Et de toute façon, nous, évidemment, chaque mois ou chaque trimestre, on fait un rapport statistique de nos clients, de l'évolution du contenu, de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et puis, on les recommande, on commente ces stats. Et puis, on se rend vite compte, et les clients aussi, que finalement, la communauté qui augmente, c'est pas le plus important, c'est pas les chiffres les plus importants, parce qu'on arrive à leur donner une visibilité énorme en faisant comme il faut des campagnes publicitaires. Alors après, ça dépend du type de client. Hein. C'est clair que la communauté est encore importante peut-être pour une association ou pour un événement. Ça peut être encore significatif où il y a vraiment besoin d'une communauté engageante qui n'est pas nécessairement un produit d'achat ou quelque chose de très marketing, mais plus communautaire. Là, le nombre de fans est important. Quoique aujourd'hui, il y a des groupes Facebook qui fonctionnent ultra bien pour ça. Donc voilà, donc on est aussi dans l'éducation de nos clients. Évidemment, nous on a le nez dedans tout le temps, donc on comprend et on connaît et on sait comment ça évolue. Le client peut-être il s'y intéresse 4 fois dans l'année et du coup il faut peut-être des métriques qui sont un peu anciennes. Donc c'est à nous de les éduquer, de leur expliquer pourquoi, comment. Il faut voir plutôt ce chiffre que l'autre et c'est comme ça. Et généralement ils nous font confiance et le résultat est là. Mais est-ce qu'on peut dire aussi que finalement ces plateformes, elles sont devenues, elles t'obligent à faire du tout payant parce que à partir du moment où tu ne peux plus atteindre ta communauté et que quoi que tu fasses, tu dois payer pour avoir un impact, oui. C'est devenu des tuyaux simplement publicitaires où le contenu est là, mais disons c'est surtout un moyen de toucher un grand nombre de personnes. Et puis pour compléter ça, tu parlais de métriques. Quels seraient les nouveaux métriques justement à pouvoir fournir, à délivrer aux clients, puisque l'attente n'est pas forcément au nombre de fans, de followers qui suivent la marque, par exemple. Alors pour répondre à la question de Victoria, effectivement aujourd'hui on est confronté à une baisse de vues organiques qu'il faut compenser avec de la publicité. Donc je le remarque depuis 2 ans, je pense que les budgets publicitaires d'achat médias sur les réseaux sociaux ont augmenté. On a réussi à les augmenter en expliquant, en éduquant les clients, en disant voilà, si on n'a pas cet argent-là, on a beau faire du beau contenu, il sera moins vu qu'avant. Maintenant, j'ai quand même quelques exceptions où j'ai des clients qui n'ont pas nécessairement beaucoup d'argent au niveau achat média et on fait du contenu vraiment communautaire et très engageant. Et du coup, ça compense un petit peu et on arrive à avoir des scores assez incroyables en organique parce qu'on a une communauté assez forte derrière autour d'un produit ou autre. Pour répondre à la question de Thierry, aujourd'hui tout est, comme l'a dit Victoria, un peu payant. Donc c'est l'optimisation de chaque franc dépensé aussi. C'est-à-dire que si j'invente un chiffre, on a 20 000 francs à l'année sur l'achat média. Déjà, il faut bien étaler dans l'année. Et puis, il faut que chaque franc dépensé permette le plus soit d'impression, soit de clics vers le site internet. Mais comment tu expliques alors que eMarketers constate une baisse alors tu me diras pendant cette période de coronavirus, une baisse des investissements publicitaires sur les réseaux sociaux et même on voit que Twitter a prévu aussi une baisse de 3% sur ses revenus en 2020. On estime que cette année, il y aura une désaffection sur les réseaux sociaux. Comment tu expliques ça? J'ai pas vraiment d'explication parce que moi, de mon côté, en tout cas, j'ai plutôt une tendance à la hausse
alors je dis pas que ça double chaque année, hein, mais vu les résultats qu'on a chaque année, j'ai plutôt une tendance à garder les budgets ou à ce qu'ils augmentent un petit peu en termes d'achat média pur. Donc après, e-marketer, c'est plutôt une des stats internationales, je pense. Oui. Et le marché roman est peut-être un peu différent. Donc j'ai pas une réelle explication parce que je suis pas confronté à ça, en fait. Après, je peux bien comprendre que suite à des crises comme on l'a vu aujourd'hui, bah, évidemment, les gens vont moins vouloir acheter peut-être des habits ou autres et plus garder leurs sous parce qu'on ne sait pas où on va et du coup, on va plutôt faire des réserves qu'autre chose. Mais je pense quand même, moi, en étant dans le digital depuis 8 ans, il n'y a pas nécessairement plus de budget, sauf que c'est les bases qui sont différemment utilisées au lieu de alors évidemment, il y a moins de print aujourd'hui, il y a plus de digital. Après, mais est-ce qu'on pourrait aussi voir excuse-moi juste de t'interrompre, c'est dans le fait où il y a peut-être une utilisation un peu différente des réseaux sociaux dans une période de confinement. Je donne l'exemple de Spotify où finalement il y a moins d'écoute parce que les gens écoutaient de la musique pour s'isoler des autres quand ils travaillent, s'isoler des autres dans les transports publics. Et là, chez eux, si chacun met sa playlist, si tu veux, tu vas pas mettre toute la journée tes écouteurs alors que tu es en famille. Et chacun a sa playlist et 4 playlists en même temps, ça peut pas fonctionner. Et donc, les gens écoutent moins et peut-être sont aussi moins sur les réseaux sociaux vu que peut-être la source d'information aujourd'hui, elle est plus sur des news comme des conférences de presse officielles, tu vois, en télévision ou sur YouTube, tu vois. Mais je sais pas si on a la même utilisation pendant cette période de confinement des réseaux sociaux. Alors moi j'ai une vision personnelle de la chose. Après, voilà, c'est pas l'étape, mais effectivement certains outils digitaux sont moins utilisés comme Spotify, et ça t'as totalement raison. D'autres explosent comme Netflix ou autres parce que les gens sont à la maison et pour moi c'est pas un réseau social ça, mais voilà, ok. Non, mais Spotify pas vraiment non plus finalement. Ouais, ok. Par contre, on a besoin de liens aujourd'hui. On est tous confinés, on a besoin de liens, de contacts. Évidemment, il y a des visios apéros, il y a des choses comme ça. Mais je pense que le réseau social, alors je parle plus comme humain à humain, oui. Ou alors de marque à humain, pourquoi pas. Elle a besoin de créer encore ce lien, de dire oui, la marque est encore là, quoi. Vous êtes confiné, vous pouvez plus acheter notre marque pour l'instant, ça dépend laquelle, mais on est encore là, on sera là quand vous êtes de retour et on ne veut pas être oublié en fait. Donc il faut communiquer. Après, est-ce que l'utilisation des Suisses sur les réseaux sociaux, alors je n'ai pas non plus de stats, est-ce que ça a baissé depuis le Covid-19? J'ai pas l'impression. Parce qu'il y a ce besoin de contact d'une manière ou d'une autre avec soit ses amis, soit les marques qu'on préfère. Mais voilà, ça, j'ai pas de ça. On a vu aussi que les réseaux sociaux ont fait un peu le ménage, essayé de chasser les fake news pour ramener un petit peu aussi une image plus, disons, plus clean de ces réseaux en disant voilà, on va laisser parler les communautés. On avait vu que Facebook avait essayé de mettre en avant les communautés, essayer de sortir les trucs un peu politiques. On voit aussi Twitter a remis un peu de côté certains trucs. On essaie d'être le plus de servir, de devenir un peu un service public. Est-ce que tu penses que ça c'est quelque chose qui va perdurer, où on reviendra lorsque tout ça sera fini et de nouveau à un espace où il y aura des comptes qui racontent n'importe quoi et chacun y va de son truc? Non, je pense que c'est encore un avis personnel, mais je pense que c'est un gros défi aujourd'hui pour les réseaux sociaux de lutter contre les fake news. Il y en avait bien avant le Covid-19 aussi. Il y en a eu pendant la campagne de Trump. Il y a eu pas mal de choses. Donc, le contrôle de l'information est, je pense, primordial pour un Mark Zuckerberg ou autre. Et c'est grâce à l'intelligence artificielle aussi qu'ils peuvent lutter contre ça. J'ai aussi vu qu'il y avait des choses dans WhatsApp qui allaient se créer pour lutter pour le transfert de fake news entre deux personnes. Donc, à mon avis, ça va au contraire plutôt se renforcer dans ce sens-là que l'inverse. Bon, la tâche n'est pas facile en ces temps, hein, puisque effectivement plusieurs internautes le soulignent de plus en plus. C'est regrettable de voir des groupes de presse. Je prends les propos que j'ai trouvés, hein, je ne suis pas à les exprimer. C'est regrettable de voir pas mal de contenus médias devenir payants, de devoir tomber sur un paywall
pour tomber sur une information, une vraie, qui est bien traitée, puisqu'effectivement, celle qui est gratuite est souvent celle qui est rattachée à de la fake news. Donc ça rend encore plus difficile le combat contre celle-ci. Est-ce que c'est un phénomène qui est juste une vision de l'esprit, ou est-ce que on est vraiment vers cette tendance où tout d'un coup, même les éditeurs, même les médias tirent un petit peu leur épingle du jeu en rendant le passage sur le paywall obligatoire là où c'était peut-être pas forcément le cas avant? Je pense que, en tout cas en Suisse romande, il y a un média qui ressort du lot et qui a réussi à faire la part belle, c'est Heidi News. Je trouve qu'ils ont réussi à prendre un virage scientifique incroyable, et ils ont réussi à se positionner et à être au niveau des autres. Enfin, ça, c'est encore un avis personnel. Et ils sont malins parce qu'évidemment, leur but, c'est de vendre des abonnements en ligne, mais il y a certains articles, on va dire, d'informations très publiques, qui a été ouvert à tout le monde. Et puis, c'était pas des petits articles. Donc, le débat du payroll, il existe depuis des années. Certains ont eu l'intelligence d'ouvrir certains articles pour le bien de la communauté. À voir comment ça va évoluer, mais c'est pas vraiment, personne n'a la réponse, je pense. Ouais, c'est compliqué, c'est vrai. On a vu, alors au niveau du Conseil fédéral, toute la communication officielle aussi, elle s'est jouée en partie sur les réseaux sociaux. Les conférences ne sont pas modérées. Enfin, quand il y a ces conférences de presse, les propos ne sont pas. Enfin, sur YouTube, il y a pas d'intervention. Et puis Berset a utilisé Instagram, a lancé certaines campagnes qui n'ont pas été modérées. Certains ont trouvé ça étonnant, mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut dire que c'est pas aussi une manière de toucher un public qui peut-être se sentait pas concerné et qui par ses propos, disons en laissant la conversation aller, tu impliques les gens, tu les contamines aussi d'une manière virtuelle. Je dirais qu'il y a 2 poids 2 mesures. Je pense que de lancer des campagnes et de pas du tout interagir avec, c'est pas une chose. Je dis pas qu'il faut répondre à tous les commentaires absolument avec des contre-arguments, etc. Mais le danger, c'est que si on n'y répond pas du tout, c'est que voilà, il y a des phénomènes de conspiration qui peuvent se mettre à l'intérieur. Il y a des liens, des fake news aussi qui peuvent grandir. Et puis finalement, les commentaires peuvent devenir plus importants dans l'information que le contenu en lui-même qui est au-dessus. Donc c'est peut-être aussi tout là l'enjeu. Et puis on voit une visibilité de l'importance d'un community manager aussi par rapport à ça, c'est qu'évidemment, quand on lance une campagne aussi importante, il faudrait quand même une certaine veille et en tout cas y répondre à quelques questions. Mais comment on peut aider un Berset qui, comme vient de le dire Victoria, s'exprime dans des conférences de presse au nom du Conseil fédéral avec un YouTube fermé? Certes, c'est très pratique, on est plus de 100 000 personnes certaines fois à suivre tout ça. Et puis, dans le même laps de temps, il y va de son Instagram, de son Facebook, avec des commentaires ouverts sur lesquels il y a zéro interaction de sa part. Et on est très souvent à dire que, voilà, quand une marque communique sur les réseaux sociaux, le débat s'instaure par lui-même, le community management peut se faire aussi de façon organique. Là, c'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qu'il faudrait dire à Berset pour corriger ça? Parce qu'on voit vraiment beaucoup de commentaires sur lesquels il y a de véritables questions, des véritables attentes et zéro réaction. Voilà, c'est ce que je disais avant, c'est que c'est fait un peu à moitié. Il faudrait mettre en place. C'est là l'importance du community management. Je pense qu'Alain Berset, à son compte Instagram, il le gère tout seul, j'ai l'impression, en tout cas les photos viennent de lui, etc. Ouais. Et puis c'est bien joli de poster une belle photo, mais après il faut justement interagir avec les commentaires. Et peut-être là, il faut qu'il ait besoin d'aide avec son équipe ou avec une agence qui gère ses commentaires. Pareil pour les campagnes de l'EFSP, etc. Elles ne sont pas nécessairement commentées en termes de réponses. Là aussi, community management à fond et il faut répondre à tout. Voilà, tu m'as coupé avant, mais je voulais donner l'exemple qui n'a rien à voir avec la politique, mais c'est par exemple si tu suis le compte Netflix sur Twitter ou sur Facebook, dès qu'ils lancent du contenu hyper engageant, t'as 10 000 commentaires qui arrivent et eux ils en piquent quelques-uns et puis ils font rebondir cet engagement de commentaires et puis c'est hyper bien fait, c'est subtil et voilà, ça crée encore une fois la discussion. Et je pense que de trouver un milieu entre ne rien répondre et puis
les questions qui se posent et qui sont importantes à répondre. Il faudra le faire effectivement. Mais à mon avis, c'est une communication de crise aussi. Et puis, il n'y a pas encore tous les processus en place en termes politiques, en tout cas avec les équipes pour le faire comme il faut. Après, on a aussi le problème des langues. Est-ce que toi, tu as des community managers qui parlent le suisse allemand, tu fais des campagnes dans toutes les langues nationales. Est-ce qu'il y a une façon différente d'envoyer des messages entre la Suisse romande, la Suisse italienne et la Suisse alémanique? J'allais poser la même question pour une marque versus un politique. Ouais. Alors, donc oui, effectivement, nous on gère des communautés en plusieurs langues. Alors il y a pas. Alors moi je suis pas un Suisse allemand. Je gère pas un Suisse allemand. En tout cas nous à l'agence on n'a pas une manière différente de se dire pour la Suisse romande on va répondre comme ça et puis pour la Suisse allemande on va pas répondre du tout par exemple. On a quand même la même manière de faire, évidemment en répondant dans la langue de chaque région. Mais en tout cas nous on n'a pas une manière différente en fonction des régions. Le niveau d'interaction aussi est à peu près le même. Il n'y a pas de. Alors évidemment en Suisse allemande elle sera suivant les campagnes elle sera plus importante parce que c'est quand même 3/4 de la Suisse. Exact. Donc la population est plus grande, donc évidemment ça interagit un peu plus, mais encore une fois, c'est pas nécessairement une généralité, c'est en fonction du contenu et de l'engagement qu'on veut avoir qui fait qu'on aura plus d'interaction ou non. Et peut-être aussi de HMLPR qui va permettre de visibilité qu'une autre campagne. Mais on peut avoir aussi des sensibilités. Par exemple, pour l'histoire du confinement, on voit bien qu'en Suisse romande, il y avait un moment, une envie de confiner tout le pays, de pas aller sur du semi-confinement. En Suisse alémanique, au contraire, c'était impensable d'aller vers quelque chose de totalement restrictif. Donc, on voit des fois sur une même idée, tu vois, la perception, elle est complètement différente. Mais ça, c'est comme dans la vie de tous les jours. Voilà, on est un seul pays, mais avec deux cultures différentes, voire trois. Ouais. Donc, on est confronté, je pense, dans chaque moment. Sur les réseaux sociaux, c'est la résonance de la vie de tous les jours, en fait. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que la communication, pour revenir sur ma question, d'un produit, d'une marque, d'une entreprise versus un politique doit être différemment pensée? Est-ce qu'elle est faite avec une autre approche? Oui, je pense qu'on ne communique pas de la même manière pour un produit gourmand qu'une campagne politique. Et nous, on a ces deux cas de figure, donc on a beaucoup plus, je pense qu'il y a beaucoup plus de community management, par exemple, pour une campagne politique, parce que, voilà, il y a ce qu'on appelle des trolls, qui viennent embêter dans les commentaires, donc il faut être assidu, répéter le message beaucoup de fois, et puis vraiment modéré pour pas se faire envahir par ces trolls. Alors que contrairement pour une marque, où généralement c'est une communauté qui a décidé de liker la page parce qu'ils aiment la marque, donc ils vont faire que généralement de parler bien de cette marque. Et il y aura moins de confrontation avec les opposants. Dernière question. Alors, ce matin, il y avait Isabelle Moret, donc la présidente du Conseil national, qui disait que cette crise avait amené quelque chose de nouveau dans le sens où il devait se digitaliser dans la prochaine session. Ça, c'est pour Thierry, pour pas qu'il tombe de sa chaise. Je suis déjà assis, ouf. Et que ça s'était fait tout de suite, quoi. Ils étaient tous mis aux visioconférences. Enfin, voilà. Alors, est-ce que tu penses que le après sera vraiment, on va vers vraiment une étape beaucoup plus digitale où non seulement les entreprises ont pris ce pli, mais disons toute la société, quoi. Ouais, je pense qu'il y aura vraiment un après avec des choses qui vont rester. Je pense que maintenant les patrons vont plus faire la grimace quand un collaborateur va lui demander est-ce que je peux faire du home office une journée par semaine. Donc je pense aussi dans les déplacements. Moi je remarque que si j'ai 5 réunions dans la journée, je passe d'une à l'autre depuis la maison, alors que d'habitude je prends le train jusqu'à Fribourg, je redescends à Genève, voilà. Donc on perd beaucoup moins de temps. Après je pense aussi que on remplacera jamais le contact humain et en com encore plus, il faut être physiquement présent, etc. Mais en tout cas pour l'exécution ou pour des pointages durant des mandats, on peut facilement plus utiliser maintenant le digital et je pense que ça va perdurer. On l'espère parce qu'il y a des appareils fax qui mériteraient d'être jetés au feu. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bon, ça t'a fait beaucoup de mal. Ah non, je reviens toujours pas. Merci beaucoup Vincent Briffrard, directeur, CEO comme on dit maintenant, et fondateur de l'agence Mondays.ch.
d'avoir été notre invité aujourd'hui dans ce Comin Mag Live du mardi. Voilà, il y en aura encore 2, hein, parce que cette semaine, je crois que c'est bientôt les vacances, cette fin de semaine, il me semble. Tu vas faire quoi d'ailleurs, Vincent, à Pâques? Tu vas aller où? Terrasse, salon, Carnotset? J'ai la chance d'avoir un balcon, donc déjà de venir un peu bronzer, donc je peux de prendre des couleurs un peu de retour sur mon balcon. Ouais, écoute, c'est tout le bien qu'on te souhaite. Voilà. Alors, merci beaucoup. Et puis, nous, à demain, Thierry. On va se dire à demain, même endroit, 15 heures. Notez bien la date, puisqu'effectivement, et l'heure, puisqu'effectivement, il reste 2 numéros avant la pause de Pâques. Voilà, c'est les vacances qui arrivent à grands pas. Demain, on a un interlocuteur bernois. Voilà. Voilà, on se dit en bonne santé, portez-vous bien, demain 15 heures, ici même. Et puis, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Même si vous n'avez pas osé intervenir pendant ce live, vous avez le droit de reposer des questions. Et vous retrouverez l'intégralité des épisodes de ces lives sur cominmag.ch et le tout nouveau, bientôt, podcast sur toutes les bonnes bonnes plateformes, que ça aille de Apple Podcast en passant par Spotify, sans oublier Google. Voilà. À demain. Merci. Au revoir.